Les congés d'été arrivent et avec eux, c'est une période propice à apprendre de nouvelles choses qui démarre. D'ailleurs, c'est pas un hasard si pour les enfants, on pense souvent au fameux traditionnel cahier de vacances. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de me focaliser sur des mangas qui nous permettent d'apprendre des nouvelles choses dans le domaine scientifique, historique, dans le domaine de la littérature ou de la philosophie. Et donc, c'est un vendredi lecture apprenant que je vous propose cette semaine et j'espère que ça vous plaira. J'ai pas mal de titres à vous présenter. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour un nouveau vendredi lecture. Comme toujours, vous pouvez accéder aux précédents ainsi qu'à nos chroniques manga via la playlist dédiée accessible dans la barre de description. Et donc aujourd'hui, je vous ai sélectionné des titres qui m'ont vraiment plu pour m'enrichir et sur toutes les facettes que j'évoquais en introduction. Et on va commencer donc par des titres, 3 titres qui sont plus focalisés sur la dimension scientifique, une dimension scientifique qui me parle forcément, moi-même étant enseignant-chercheur dans une discipline de sciences dures, élargir mes connaissances même au-delà en fait de mon domaine d'expertise qui est l'informatique m'importe beaucoup. Et donc au Japon, il y a vraiment toute une gamme d'ouvrages qui mêlent le côté manga avec le côté apprendre de nouvelles choses. Quelques-uns de ces ouvrages sont arrivés en France et donc c'est ce que je voulais présenter pour commencer. Donc je vais commencer par vous parler de cette collection-là. Alors ici, j'ai pris le guide manga de la relativité puisque c'est le dernier, à ma connaissance, à être sorti et c'est le dernier que j'ai lu. Mais il en existe beaucoup d'autres. Il existe en fait la mécanique, l'algèbre linéaire, les bases de données, la physiologie, l'analyse, beaucoup de domaines scientifiques. En fait, au Japon, cette collection continue de s'enrichir. Et par exemple, il y a 2 ans, j'avais repéré l'ouvrage dédié au machine learning, donc à l'apprentissage automatique, qui paraissait lui aussi passionnant. C'est une collection en fait qui a été traduite assez vite en anglais, puisque je me rappelle, ça date des années 2006, 2007, 2008, où je m'étais intéressé à ces ouvrages dans leur version anglaise, à tel point que celui sur les bases de données que j'ai pas racheté en français parce que je le possédais déjà en anglais m'a servi en fait initialement à construire. C'était un de mes ouvrages de référence pour construire un cours de base de données destiné à des élèves ingénieurs de première année. Et parce que les livres techniques sont toujours très intéressants, mais voir aussi la manière dont c'est vulgarisé, dont les concepts qui sont derrière un élément scientifique sont rendus accessibles à un plus large public, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc c'est pour vous dire combien cette collection-là d'ouvrages est passionnante. La caractéristique de ces ouvrages-là, c'est qu'il y a une alternance en fait d'épisodes de manga qui nous montre généralement un ou des groupes de personnages qui veulent en apprendre plus sur un concept. Donc ici sur la relativité, avec un délégué des élèves de première qui doit, d'ici la fin des vacances d'été, réussir à proposer un exposé sur le domaine scientifique de la relativité, un thème qu'il ne connaît pas du tout au moment où il se retrouve avec cette lourde tâche sur les épaules. Et une de ses professeurs décide de lui enseigner les bases de la relativité, à passer donc une introduction sur cette idée-là. Il y a des échanges réguliers du coup entre cet élève Minagi et puis sa professeure Mademoiselle Ulaga, qui va lui expliquer à la fois bien l'origine même des théories de la relativité restreinte et générale, comment finalement ces concepts ont émergé, et essayer de lui faire prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière avec moult détails scientifiques sans aller trop loin on fait. Toute cette partie manga, je dirais, est tout le temps accessible à quiconque a un bagage en l'occurrence scientifique on va dire de lycée. Et par ailleurs, à chaque fois, chaque chapitre se termine sur un pour aller plus loin qui est parfois peut-être plus précis, très clairement qui rentre dans le détail. Donc là, je pense que ça parlera à toute personne qui veut comprendre plus précisément les mécanismes qui sont derrière. Et je dirais que ces pages-là
On peut très bien, si on trouve que c'est trop technique, les sauter, ou au contraire, si on est passionné par ces sujets-là, les lire en détail. Elles sont pleines d'exemples qui sont faites pour mieux les comprendre. C'est aussi à ce moment-là, en fait, que, par exemple, des équations vont être introduites pour vraiment permettre à rentrer dans le fond des choses. Et à chaque fois, eh bien, ces explications, elles sont en lien avec ce qu'on a lu avant. C'est-à-dire, c'est pas une alternance de chapitres et une thématique qui va plus loin sans lien avec le chapitre en question. Non, c'est vraiment, il y a deux niveaux de lecture en fait pour cet ouvrage-là, ce qui le rend encore plus facilement accessible et agréable. Et donc ensuite, on va repartir sur un autre chapitre. On va dire, grosso modo, les éléments de manga sont de la dissémination scientifique vraiment, je pense, accessible au plus grand nombre, là où les explications textuelles sont peut-être, voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus. J'ai trouvé ce mélange ultra intéressant, utile, pertinent. C'est vraiment des ouvrages qui permettent de rentrer à fond dans un sujet donné. Et comme je le disais, je peux que les recommander. Personnellement, j'ai lu celui sur les bases de données, donc comme je le disais en introduction, celui sur la physiologie, celui sur l'analyse, la mécanique du point. J'en avais lu aussi quelques autres qui sont pas encore disponibles en France. Mais à chaque fois, ce sont des ouvrages qui ont été donc créés au Japon avec une association entre artistes et enseignants-chercheurs, pour produire un ouvrage qui soit tout à fait correct au niveau des concepts scientifiques qui sont manipulés. Et en plus, la traduction française est faite avec beaucoup de talent, qui mêle à la fois des traducteurs entre guillemets classiques et des enseignants-chercheurs qui ont relu pour tout ce qui est la bonne appropriation des concepts scientifiques. Et c'est parfois un exercice complexe que de traduire d'une langue à une autre des concepts scientifiques. Donc là, vraiment, le fait qu'il y ait cette relecture-là est vraiment gage de qualité. Donc c'est des super ouvrages que je peux que vous recommander. Je vous le disais, hein, ça fait maintenant bientôt une quinzaine d'années que je les ai découverts à travers, à l'époque, leur traduction anglaise. Et bien c'est vraiment passionnant. J'avais pas vu en fait sur le 4e de couverture, c'est marqué le niveau présenté, c'est du niveau ici pour la relativité restreinte et générale, terminale ou première année de licence. Je pense que c'est un bon repère. Et donc si vous voulez en savoir plus sur certains des concepts que j'évoquais auparavant, c'est vraiment des ouvrages à lire durant l'été. Passionnant. Alors pas seulement durant l'été, mais comme je fais cette vidéo au mois de juin, je me disais que c'était approprié. Et j'avais constaté en fait que cette série de livres était bien souvent méconnue en Europe. Donc j'avais lu celui-là durant l'été dernier et je m'étais régalé. Voilà, je peux que vous recommander ces ouvrages-là, donc les guides manga. Donc pour celui-là, relativité générale et restreinte, mais comme je le disais, en fonction des thèmes qui vous intéressent, je vous invite vraiment à aller voir les autres ouvrages de cette même collection-là, de ces guides manga. C'est vraiment de la très bonne qualité et on en sort vraiment enrichi. Un côté maintenant un peu moins, on va dire, avancé en termes scientifiques et qui en fait toutefois une œuvre accessible au plus grand nombre, je voulais reparler des brigades immunitaires. Les brigades immunitaires, qui sont donc un manga dont la publication s'est terminée au Japon en 6 tomes. Le 6e tome n'est pas encore disponible en France. En France, on n'a que 5 tomes qui sont accessibles. Manga qui était prépublié dans le magazine Shonen Sirius au Japon, qui a eu tellement de succès qu'il y a eu une adaptation animée en 2 saisons. Donc, d'une part, disponible en France. Par ailleurs, il y a eu des mangas dérivés qui s'adressent au Japon et aussi en France à un public qui n'a pas forcément le même âge. Je dirais que les brigades immunitaires sont accessibles à tous, là où les brigades immunitaires Black, donc dont les tomes 5 et 6 sont sortis ce premier semestre 2021 en France, s'adresse à un public peut-être un peu plus adulte par les thèmes qui sont abordés, puisque dans les brigades immunitaires Black, on suit l'intérieur d'un corps humain de quelqu'un qui, d'évidence, ne prend pas soin de son corps et qui vit tous les affres que peuvent
expérimenter les personnes qui ne font absolument aucune attention à leur santé, par exemple qui boivent, qui abusent du tabac, qui vont par exemple se surmener. C'est vraiment l'exemple type du salaryman japonais qui par exemple ne fait aucune attention à son physique, qui finit tous les soirs complètement bourré et qui ensuite va prendre des somnifères pour dormir. Donc tous ces éléments-là sont des thèmes qui sont traités. Donc par exemple dans le tome 6, tout ce qui est le sevrage tabagique est montré et la manière en fait dont l'impact d'être sevré d'une substance à laquelle on était devenu dépendant. Donc par exemple la nicotine sont très bien mis en avant, mais donc dans les brigades immunitaires Black, on est face à une manière de le dépeindre qui est plus dure. Forcément, c'est vraiment plus ou moins tout ce qui peut se passer de pire dans un corps humain. C'est vraiment passionnant. Alors là, du coup, je dirais que pour les 16 ans et plus, c'est vraiment recommandé. Là où les brigades immunitaires, le premier du nom, est sans doute accessible dès 11-12 ans, même s'il y a des éléments techniques parfois sur les différents types de cellules qui sont vraiment intéressants. Je dirais presque que c'est même plus précis que n'a pu l'être une œuvre telle que Il était une fois la vie, qui est une œuvre marqueur de toute une génération, et même de plusieurs générations dans le domaine des sciences du vivant. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a tout ce qui est la différenciation cellulaire, par exemple, qui est montré au moment de ce tome 2, avec un arbre sur la différenciation des différentes cellules du système immunitaire qui sont vraiment très bien détaillées, alors partant de cellules souches lymphoïdes, et on arrive à des lymphocytes B, des lymphocytes NK, des lymphocytes T helper, des lymphocytes T killer. Donc ça fait que l'ouvrage est à la fois montre de manière attachante la manière dont une hématie et un neutrophile vont en quelque sorte nouer des liens qui sont ici plutôt romanesques pour faire en sorte que tout se passe bien dans le corps humain, à grands coups de moments parfois très shonen manga. On pourrait se retrouver dans des scènes qui n'auraient rien à envier, par exemple, à des séries comme Naruto, Demon Slayer ou autres. C'est vraiment très bien mis en avant et en même temps, ça permet d'être sensibilisé à plein de thèmes en lien avec la santé, comme ici, par exemple, l'apparition de plutôt celle qui sera l'antagoniste majeur de toute la série originale des brigades immunitaires, qui est en l'occurrence le cancer et les dérèglements liés aux cellules cancéreuses. Donc finalement, tout ceci est très bien représenté, bien mis en avant. Donc, comme pour synthétiser, Les Brigades immunitaires est une série disponible en France pour l'instant que sur 5 tomes, 6 tomes disponibles au Japon, je pense accessible à un large public d'adolescents et d'adultes, là où Les Brigades immunitaires Black s'adressera donc plutôt à un public adolescent un peu plus âgé, avec à chaque fois en fait des explications qui sont très bien mises en œuvre, c'est-à-dire il y a un fond scientifique vraiment creusé qui est là, et dont on va dire la narration est au service de à la fois vous faire passer un bon moment et vous faire apprendre des choses. Les Brigades immunitaires Black, d'ailleurs, paraît dans un magazine différent des Brigades immunitaires tout court. Donc, je disais, les Brigades immunitaires tout court étaient prépubliées dans le Shonen Sirius, magazine qui d'ailleurs fait paraître actuellement la prépublication du manga de Miraculous Ladybug, là où les Brigades immunitaires Black est publié dans un magazine qui s'adresse à un public plus adulte, donc Morning au Japon. Voilà. Donc vraiment un titre passionnant et qui du coup clôt ici ma première partie de vidéo qui était consacrée aux ouvrages scientifiques. Il n'y a pas que la science dans la vie, c'est important de comprendre également le contexte historique du pays et plus globalement du monde dans lequel on vit et ce qui est là aussi quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les librairies japonaises, dans les rayons jeunesse, c'est des ouvrages qui montrent l'histoire de personnages historiques en manga.
Et nous avons la chance, en France, grâce à l'éditeur Nobinobi, de pouvoir justement découvrir cette collection-là, dont les 2 derniers tomes parus à ce jour sont eh bien, Jeanne d'Arc et Van Gogh. Donc il y a parfois des personnages, voilà, comme je le disais, historiques. On se souvient par exemple que Rosalis et moi avions parlé dans de précédentes vidéos des ouvrages dédiés à Marie-Antoinette, ou alors également, je me souviens, à Mozart. Il y a eu également Cléopâtre, Napoléon. Beaucoup de personnages comme ça dont la biographie a été présentée au format manga. Et ça donne l'occasion de se replonger dans voilà ces personnages historiques. À chaque fois, ces ouvrages-là vous présentent l'histoire des personnages eh bien sous forme de manga et se terminent sur un livret historique d'une 20aine de pages qui revient en fait sur les différents événements. Et un cahier de lecture vraiment riche, là où parfois eh bien, le manga est forcé de faire quelques ellipses sur des événements. Vous avez la possibilité, avec le cahier historique, d'en savoir plus. Et je dois dire que moi, en tant que lecteur, qui ne suis pas un spécialiste, par exemple, de l'histoire de Van Gogh, même si on sait tous quelques grandes lignes de la manière dont ce peintre est finalement a connu une carrière extrêmement difficile jusqu'à l'accès à la postérité, mais de manière posthume. On connaît les grandes lignes, mais pas forcément le détail de son périple, par exemple à travers l'Europe, et puis aussi les relations concrètement qu'il a entretenues avec différents types de personnages. Donc c'est vraiment du coup l'occasion en manga d'en savoir plus et de découvrir plus de choses à travers par exemple le contexte familial dans lequel Van Gogh a grandi, et puis en refermant le livre, eh bien on a comme je le disais, en refermant l'histoire en manga, on a ce livret qui vient nous apporter des pièces supplémentaires sur le contexte, comme ici la peinture en Europe, qu'est-ce qui marquait cette période-là, comprendre l'impressionnisme, le post-impressionnisme, les peintres qui sont des contemporains de Van Gogh, ou encore un élément important quand on parle de Van Gogh, et justement comme ici on est dans un vendredi lecture manga, je ne peux pas ne pas parler du lien très fort de l'influence japonaise, de l'art japonais sur le mouvement qui deviendra le japonisme, et la manière dont l'art japonais, après la réouverture du Japon au moment des années 1860-1870, a eu un impact fort sur eh bien, les différentes compositions jusqu'à un tableau de Van Gogh qui est justement analysé à la lumière en fait de cette influence. C'est vraiment du coup des ouvrages qui sont passionnants à la fois par le côté manga et puis eh bien le livret. Donc moi c'est vrai que j'aime beaucoup lire du manga comme source de divertissement, comme source aussi de réflexion, et également comme matière à m'enrichir en m'amusant en lisant ce type d'ouvrages qui sont à mon sens accessibles à un très large public, du coup, en fonction des thèmes, hein, évidemment, des personnages historiques. Je dirais que de la fin de l'enfance à l'adolescence jusqu'au monde adulte, voilà un petit peu toute la gamme de lecteurs qui peuvent être concernés et se retrouver intéressés par ces ouvrages-là. Et de la même manière, maintenant, après la partie historique, parlons un petit peu de littérature, puisque dans la collection qu'a lancé Nobinobi avec les grands noms de l'histoire en manga, il y a aussi les classiques en manga, c'est-à-dire des livres qui sont du coup présentés sous la forme de manga. Donc c'est vraiment des ouvrages qui sont là aussi produits tels quels au Japon. Il y a, comme je le disais, pour avoir passé vraiment beaucoup de temps dans les librairies japonaises, des rayons entiers qui visent justement à rendre accessible à un large public des grands classiques de la littérature
peut-être même avant qu'on ait l'âge pour les lire. Donc c'est le cas ici des deux derniers que j'ai eu l'occasion de lire, Les Aventures de Tom Sawyer et puis Les Aventures de Huckleberry Finn, donc la suite des Aventures de Tom Sawyer que Mark Twain écrira 8 ans plus tard. Donc sont des bandes dessinées qui sont du coup pour la peine assez volumineuses et qui sont à la fois bien dessinées. On n'est pas face à des ouvrages qui cèdent à la facilité parce que le texte parlerait par lui-même et on n'aurait pas de soin à porter au dessin ou même aux ambiances. Donc là, on se retrouve vraiment, à mon sens, projeté dans le Mississippi du 19e siècle au Japon. Et puis parallèlement, ici, par exemple, sur Tom Sawyer et Huckleberry Finn, on a souvent, en fait, c'est des textes qui sont bien remplis, bien écrits, avec, on va dire, au moment des bulles narratives, un soin particulier apporté à la structuration des phrases ou à, on va dire, véritablement retranscrire de manière fidèle l'écriture initiale de Mark Twain. Donc, c'est des ouvrages que je trouve vraiment intéressants et qui, ici, en l'occurrence, montrent bien, en fait, l'ambiance des États-Unis du 19e siècle, mais aussi, quand on lit les aventures de Tom Sawyer et quand on lit les aventures de Huckleberry Finn, on voit bien aussi la différence de tonalité entre l'un et l'autre. Pour mémoire, les aventures de Tom Sawyer s'étaient adressées à un public plus jeune que plus tard les aventures de Huckleberry Finn et ça se ressent très clairement à la lecture de cette adaptation en manga des aventures de Huckleberry Finn qui du coup nous montre vraiment la manière dont la société américaine à cette époque-là est en quelque sorte dans un entre-deux gênant entre justement la société esclavagiste telle qu'elle était mise en œuvre et d'un autre côté la manière dont certaines personnes, dont notamment ici le personnage de Huckleberry, sont encore impactés par tout ce que la société, la culture peut leur avoir dit et presque pour légitimer l'esclavage jusqu'au moment où ils s'en affranchissent. Et je pense que la trajectoire du personnage de Huck est vraiment intéressante parce que s'il y a un ouvrage entre les deux qui aborde de manière vraiment pertinente cette problématique-là, c'est bien le deuxième qui, comme je le disais, s'adresse à un public plus adulte où Mark Twain visait initialement à montrer justement les ravages de l'esclavage et on va dire tous les archaïsmes de la société tels qu'il l'a vécu dans son enfance. Donc voilà, ça c'est pour le côté, c'est l'intérêt de ces ouvrages-là. Et comme je le disais, bien dessinés, bien réalisés. Finalement, en du coup 1 heure, 1h30, 2 heures, vous avez l'occasion de vous replonger dans une interprétation de ces ouvrages en bande dessinée. Je trouve que c'est vraiment bien vu pour peut-être aussi parfois découvrir des œuvres que pour différentes raisons, on n'aurait pas forcément le courage de se mettre dans la lecture des ouvrages tels quels, des œuvres initiales, et les lire d'abord en manga peut vous amener à les lire ensuite dans le texte original. Je trouve ça, là encore, vraiment très intéressant, une lecture tout à fait appropriée pour l'été. Et puis, par ailleurs, on parle donc de littérature, on va aller plus loin. Après la littérature, il y a évidemment la philosophie. La philosophie qui fait l'objet d'ouvrages que je trouve, et d'ailleurs je sais que Rosalis aussi les adore, initialement c'est d'ailleurs elle qui les avait repérés, tous les ouvrages de la collection Cours au savoir, qui sont des ouvrages de philosophie, on visite des penseurs, pas forcément toujours des philosophes, mais souvent des philosophes, comme par exemple Nietzsche ou auparavant également Karl Marx. On revisite très clairement leurs pensées. Donc ces ouvrages-là, au Japon, se destinent à un public qui est un public de jeunes adultes, généralement. Et ici, donc avec ce discours de la méthode,
on plonge véritablement dans la pensée de Descartes, dans la manière dont il a conçu les bases d'une philosophie moderne. C'est intéressant parce que à chaque fois, là, c'est pas une adaptation littérale des textes de Descartes. Non, il y a un peu de recontextualisation vraiment intéressante. Je l'ai trouvé particulièrement bien fait sur ce discours de la méthode dont le dessin peut surprendre. Mais par contre, la manière dont le scénario est amené l'est habilement, puisqu'il nous questionne, nous, en tant que contemporains, par rapport à notre appréciation des principes de Descartes. On suit au tout début de ce manga le quotidien d'un employé qui s'appelle Lambda, qui situe bien, ça pourrait être n'importe qui, dans une entreprise japonaise dans laquelle il doit survivre aux injonctions contradictoires de ses supérieurs et de ses collègues. Il n'arrive pas véritablement à s'en sortir dans sa vie quotidienne, jusqu'au jour où apparaît devant lui, eh bien, le philosophe Descartes, accompagné d'un hibou. Le hibou est un personnage qui va introduire à chaque fois la pensée de Descartes de manière plus facilement accessible et aussi la recontextualiser et finalement faire comprendre à ce jeune salaryman la manière dont la pensée de Descartes peut s'appliquer dans la vie quotidienne et dont les préceptes de la philosophie de Descartes se met en œuvre. Il contextualise aussi par rapport au moment où la pensée de Descartes a vu le jour, c'est-à-dire notamment ce moment important qui est le moment au XVIIe siècle où eh bien, on va avoir Galilée qui est condamné puisqu'il a fait l'apologie de l'héliocentrisme qui mettait le soleil au cœur du système et au cœur du monde, là où auparavant, dans la théologie, c'était la Terre qui était mise au centre du monde. Donc, on va progressivement être amené à suivre bien la pensée de Descartes. Finalement, le discours de la méthode de Descartes est présenté chapitre par chapitre à travers des allers-retours entre la vie contemporaine tokyoïte de notre époque et une plongée dans l'univers de Descartes au XVIIe siècle, avec des présentations très bien imagées et représentées de la manière dont, là par exemple au niveau conceptuel à l'époque, la philosophie était positionnée vis-à-vis de la théologie et de Dieu et de ce rapport complexe qu'il y avait à faire émerger une pensée rationnelle dans un univers où la religion cherchait toujours à s'appliquer en tant qu'universelle, avec du coup une introduction progressive des règles de Descartes, comme la règle de l'évidence, ne pas accepter pour vrai quelque chose dont la véracité ne peut être clairement démontrée, ou encore la règle de l'analyse, diviser chaque problème en autant d'éléments moins importants que possible, et à chaque fois, du coup, ces règles-là sont interrogées et remises dans le contexte de ce que ça représente pour ce jeune salaryman et la manière dont ces règles pourraient s'appliquer dans sa vie quotidienne. Et du coup, c'est vraiment un ouvrage facilement accessible, qui manipule des concepts philosophiques complexes, mais qui nous les rend vraiment, facilement compréhensibles, voire qui nous invite, justement avec l'aide de ce hibou qui a tout le temps reconceptualisé les idées dans l'univers du quotidien de ce salaryman, à nous demander nous-mêmes comment ces différents concepts s'appliquent dans notre vie quotidienne. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, non seulement pour la contextualisation historique, mais aussi la partie conceptualisation de ces principes philosophiques, tout autant que dans leur application possible, et également et surtout, finalement, ce que permettent ce type d'ouvrage, c'est d'inciter à la réflexion personnelle. Donc là, vraiment, ce cours au savoir dédié au discours de la méthode, qui est à ma connaissance le dernier qui est paru, puisque paru en mars 2021, mais que j'avais pas encore pris le temps de lire, eh bien, est vraiment un ouvrage passionnant que je ne peux que vous recommander. Auparavant, dans les ouvrages de cette collection-là,
que nous avions particulièrement apprécié. Je me rappellerai longtemps en fait du Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, qui était vraiment un titre qui permettait de rendre facilement accessible la pensée d'un philosophe qui est pourtant connu pour être assez hermétique, donc Nietzsche, et que je ne peux que vous recommander de lire. Et d'ailleurs, pour finir, du coup, ça me sert de transition parfaite avec un titre dont j'ai déjà parlé, mais je ne pouvais pas parler de philosophie et de philosophie en manga sans revenir sur ce titre en 3 tomes, qui est Dans les pas de Nietzsche, qui nous situe là aussi dans un univers contemporain, puisqu'on va se retrouver à Kyoto, à l'ère moderne, où la jeune fille qui est l'héroïne de cette histoire, Alisa, vit au tout début du manga une rupture amoureuse difficile après avoir découvert que son copain la trompait avec une autre fille, et plongée dans des abîmes, elle se retrouve à être nez à nez face à Nietzsche qui va lui proposer, qui va lui dire de devenir un surhomme. La réincarnation de Nietzsche, c'est sous la forme d'un beau garçon à lunettes qui évolue ainsi dans Kyoto, mais on va découvrir progressivement que justement dans cette ville de Kyoto, bien connue pour son chemin de la philosophie, il n'y a pas que Nietzsche qui semble s'être réincarné. On verra d'autres philosophes progressivement comme Kierkegaard ou même Sartre, donc des philosophes également modernes. Et à chaque fois, chaque chapitre amène à présenter des concepts de la philosophie, d'abord autour de Nietzsche, puis plus tard autour d'autres philosophes, qui va nous permettre de vraiment nous familiariser avec eh bien, des concepts philosophiques vraiment intéressants et nous enrichir. En fait, des mangas que je présente là sur la partie philosophique, le discours de la méthode fait très clairement un livre de philosophie qui nous questionne et nous amène à, on va dire, nous approprier ces concepts-là. Là où c'est incroyable, en fait, dans les pas de Nietzsche, je trouve que c'est un titre qui est bien vraiment la trame de l'histoire initialement peut être la trame de cette héroïne Alisa qui croise un philosophe, et chaque élément est présenté dans le quotidien de cette jeune fille. D'un coup, on a les principes philosophiques qui viennent se présenter. Donc, c'est vraiment bien pensé, c'est très touffu, mais assez amusant à lire et à relire et à re-relire. Donc, je ne peux que vous recommander ce titre, Dans les pas de Nietzsche, en 3 tomes. Les 3 tomes sont désormais parus et disponibles en France. C'est passionnant, ça se lit tout seul, ça a un brin d'été. D'ailleurs, on voit justement les fameuses festivités de Gion à Kyoto qui sont extrêmement connues, et je ne peux que vous recommander aussi de les vivre si vous en avez l'occasion un jour. Mais cette année, comme il n'y a pas de voyage au Japon possible, eh bien peut-être que la meilleure manière de le faire, c'est de le faire avec Alisa et Nietzsche en philosophant à travers les 3 tomes de Dans les pas de Nietzsche. Voilà, donc beaucoup de lectures dans différents domaines. J'espère que ce vendredi lecture, dans lequel j'ai voulu aborder justement des ouvrages qui nous permettent d'élargir nos horizons, de nous cultiver sur plein de facettes différentes, sciences, histoire, littérature, philosophie, vous aura plu et vous aura donné des envies justement de vous plonger peut-être à l'occasion de vacances dans des titres qui sont des portes ouvertes à en savoir plus sur, bien globalement, l'univers dans lequel on est et réfléchir par nous-mêmes. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye! Et donc, vous l'aurez vu, cette vidéo a été tournée dans un cadre un peu spécial. C'était donc une exposition consacrée aux brigades immunitaires qui avait lieu à Tokyo en 2019. C'était vraiment chouette parce qu'on voyait la manière dont le dessin animé des brigades immunitaires a vu le jour, avec bien plein d'éléments de préparation à cet animé. Et c'était un bon moment. J'avais envie de vous plonger dans cette atmosphère un peu scientifique qui me tient à cœur.